Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux, au nom de l'EREMIP, de l'espace de réflexion éthique Languedoc-Roussillon et bientôt de celui d'Occitanie qui réunira les deux, et au nom du comité d'organisation de ces journées, nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous espérons que le programme que nous avons essayé de composer de manière la plus variée possible autour du thème central qui est affiché là, programmé, vous donnera satisfaction. Et nous sommes assez confiants dans ce sens puisque nous avons réussi à mobiliser des conférenciers de haut niveau, national et international, dont beaucoup sont déjà là. Je suis particulièrement heureux de céder la parole rapidement à Vincent Grégoire Delory. La plupart d'entre vous le connaissent déjà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je dois préciser qu'il est à la fois un formidable conférencier, un animateur hors pair. Vous voyez, ça commence déjà. Et quelqu'un de très compétent dans beaucoup de domaines qu'on va aborder. Il est physicien, il est philosophe, il est responsable de la plateforme Toulouse White Biotechnology, où il anime la réflexion éthique en amont des recherches pour des chercheurs fondamentalistes. Il est aussi directeur de l'École supérieure de l'éthique des sciences et de la santé à l'Institut catholique de Toulouse et professeur des universités avec de nombreuses formations en cours. Je lui ai demandé de faire cet exposé en français parce que de temps en temps, il se laisse aller à parler aussi en allemand, en grec et en latin, mais aujourd'hui, il sera sobre, il me l'a promis. Je lui laisse donc la parole parce que je vois qu'il brûle d'impatience de vous présenter l'ensemble du colloque. Merci Vincent. Merci cher Jacques. Oui, alors je vais essayer de ne pas trop rougir après un tel panégyrique. Oui, il m'a été demandé de faire un petit peu une introduction, et c'est pas facile, de faire une introduction à ce type de colloque, surtout devant des spécialistes. Je vois qu'il y a dans la salle beaucoup de personnes spécialisées dans cette question-là, philosophes, généticiens, enfin il y a beaucoup de monde ici. Alors je vais essayer un petit peu de vous parler, de questionner la chose, de questionner un petit peu ce qui me semble intéressant dans ce que nous allons voir pendant ces prochains jours. Car en effet, l'EREMIP, donc vous connaissez, ce qui me semble important de signifier pour l'EREMIP, c'est que, premièrement, les espaces régionaux des réflexions éthiques sont des espaces ouverts à beaucoup de monde, à tout le monde. L'éthique n'est pas que une affaire de spécialistes. Il faut des spécialistes, et c'est normal, mais il faut aussi beaucoup de gens qui viennent nous aider. Vous savez, les espaces de réflexion éthique, depuis longtemps, les médecins les ont ouverts depuis longtemps. Les médecins ont une grande avance sur ce type d'échange. Et de plus en plus, les espaces s'ouvrent à d'autres types de personnes. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est important parce qu'effectivement, l'idée pour nous, c'est de décloisonner les savoirs. Voir un petit peu, et c'est le cas, ça va être le cas pendant ces prochains jours, décloisonner les savoirs. Quand on parle de humain programmé, on a l'impression d'être dans deux types de pensée. L'humain, c'est quoi l'humain? On est vraiment dans quelque chose à la fois de biologique, de philosophique. Programmé, on sent tout de suite l'ingénieur, la technique, l'informatique. Et humain programmé, parfois on a envie de se dire, mais ça pourrait faire peur, ou pas, ou au contraire, ça peut être intéressant. On va essayer un petit peu de comprendre un petit peu les fils, de remonter les fils de cet écheveau, de façon un petit peu déjà à savoir ce que c'est qu'un humain. Évidemment, cette image est ultra connue, très connue. Qu'est-ce qu'un humain? Un humain, est-ce que c'est uniquement ce processus physiologique, biologique, que nous connaissons tous, une évolution, l'hominisation, ce qui fait que notre corps, progressivement, est devenu un corps humain? Ou est-ce que c'est un processus, et en même temps, un processus d'humanisation? Qu'est-ce qui fait que nous nous humanisons? Qu'est-ce que s'humaniser? Qu'est-ce qu'être un être humain? Et c'est extrêmement intéressant parce que l'humain, moi j'aime bien, quand je vois cette image-là, je me dis souvent que l'humain, quand je regarde les animaux, quand je regarde mon chat, je me dis que les animaux ont quelque chose de plus que nous. Les animaux, ils connaissent le présent. Ils vivent au présent. Ils ont cette idée très forte du présent. Mon chat, quand il veut jouer maintenant. Il a faim maintenant. Quand il regarde sa gamelle, il ne se pose pas la question de savoir s'il faut en économiser à des fins, je ne sais pas, pour telle ou telle raison. Et il ne se dit pas non plus, tiens, hier j'en ai trop mangé, j'ai mal dormi.
Quant à nous, les humains, on a oublié le présent. Nous ne vivons que dans le passé et dans le futur. Le présent, c'est plus ce que c'est. Du reste, il y a des langues, vous parliez, cher Jacques, de langues anciennes, mais il y a des langues qui n'ont pas de présent, je pense à l'hébreu. Accompli ou inaccompli. Et effectivement, cet humain, ce processus d'humanisation, quelque part, c'est la perte du présent. Et du coup, quand on a perdu le présent, on a une seule chose qui nous vient à l'esprit. Eh bien, quand j'ai plus le présent, j'ai le passé, c'est sûr, mais on ne peut rien faire sur le passé. Mais il y a surtout l'avenir. Si je sais dire je suis, je sais dire je serai, et surtout, effectivement, je sais parfaitement dire je serai mort. Et effectivement, cette mort qui nous hante, eh bien, quelque part, on peut se poser la question si le fait d'être programmé, connecté, le fait d'avoir autour de nous des objets connectés, est-ce que ça va évacuer la mort? Est-ce que ça va, d'une certaine manière, est-ce que ça va peut-être même l'impressionner? Est-ce qu'on va finir par ne plus mourir grâce à des programmations? Alors déjà, c'est intéressant parce qu'une programmation, je parle sous le contrôle de généticiens, mais quand on parle de l'ADN, quand on dit l'ADN est un programme, est-ce que c'est vraiment un programme? Je pense plutôt que c'est un code. C'est plus compliqué, l'ADN. On va voir que finalement, cette question de programmer ne serait-ce que notre corps n'est pas une question simple. Une question qui, même techniquement, n'est pas simple. Donc, l'idée un petit peu de ce colloque, c'est de ce forum au cœur de la ville, de notre ville rose, c'est finalement essayer de voir en quoi eh bien, ce mot humain programmé a du sens et comment on peut un petit peu croiser les savoirs des sciences sociales, sciences dures, dites dures, évidemment, il faut le dire comme ça, dans ce travail-là. Donc là, nous allons nous intéresser, donc dans la seconde partie de ce schéma, nous allons nous intéresser finalement à l'humain, entre humain et robot. On reviendra sur ces questions-là, sur les robots. Est-ce que finalement, l'aventure de l'humanité, c'est de se robotiser? Est-ce que l'aventure de l'humanité, finalement, d'une certaine manière, c'est nous amener vers ça, vers cette technique qui va se mélanger avec, finalement, notre physiologie, ce que nous sommes nous-mêmes. Et c'est ainsi que si on reprend un petit peu ces deux mots, ces deux champs sémantiques, si je prends humain et si je prends programmé, d'un côté, dans le mot humain, je peux parler de génétique, de neurosciences, je peux parler de médecine, de psychologie, de droit, de tant d'autres choses. L'humain se définit effectivement depuis toujours de cette manière-là. Il est sa descendance, on connaît nos parents, nos grands-parents, il y a un côté génétique, même si on n'en parlait pas de ce fait. Les neurosciences, comment finalement s'organise notre pensée, etc., la médecine, comment on soigne, tout ça, ça fait vraiment partie de notre humanité, de notre culture, j'allais dire, notre culture humaine. D'autre côté, finalement, dans la culture humaine, il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les sciences, toutes les avancées, comme l'informatique, je parle de l'informatique, les big data, on en reparlera beaucoup aussi au cours de ces 3 jours, l'intelligence, la fameuse intelligence artificielle. Est-ce que c'est uniquement le contraire de la bêtise naturelle? Je ne sais pas. Mais est-ce que les robots, est-ce que cette intelligence artificielle va-t-elle ou pas surpasser d'une certaine manière, ce que nous sommes et nous contrôler? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, comment penser cette intelligence artificielle, les robots et les divers objets connectés? Donc le but un petit peu de la manœuvre des jours qui vont arriver, ça va être de faire des liens entre tout ça. Des liens entre la génétique et l'informatique. Est-ce que ça a du sens? Des liens, par exemple, entre la génétique, les big data, l'intelligence artificielle. Essayez de voir un petit peu en quoi ces liens peuvent poser des questions philosophiques, éthiques, scientifiques. Est-ce que ça a du sens de croiser l'informatique et la génétique? Si oui, de quelle manière? Nous allons parler de CRISPR-Cas9. Nous allons parler un petit peu de ces modifications du génome extrêmement simplifiées par des méthodes modernes pour justement modifier le génome. Et finalement, est-ce que le génome, c'est un petit peu comme un programme informatique, on coupe ça, on met un nouveau programme et puis ça fonctionne. On va voir, c'est pas si simple que ça. Donc déjà, ce premier exemple, on peut effectivement se poser la question si l'ADN est un Lego programmable. Est-ce que finalement, nous-mêmes, un corps humain, ce sont des cellules connectées? L'humain, avant de se connecter à d'autres, il est connecté à lui-même. Il est connecté à nos propres cellules corporelles, somatiques, mais aussi avec le nombre incalculable de bactéries que nous avons en nous. On les oublie toujours, ces bactéries, mais nous avons beaucoup plus en nous de bactéries que de cellules humaines. Nous sommes connectés finalement avec des micro-organismes. Nous sommes leur terreau. Et sans ces micro-organismes, on ne fait pas grand-chose. Alors c'est quoi l'humain finalement? On pourrait presque se dire, c'est des familles de micro-organismes liés par quelques cellules humaines. Nous sommes aussi ça. Nous sommes aussi cette connexion-là, mais nous sommes aussi connectés nos propres cellules entre elles. Donc est-ce qu'on peut se reconnecter nous-mêmes? Se reconnecter? Est-ce qu'on peut modifier le génome? Est-ce que finalement le génome c'est comme un Lego qui fera en sorte que mon corps va se modifier, s'auto-modifier
pour des raisons X et Y, médicales ou simplement, pourquoi pas, esthétiques. Est-ce que notre corps est finalement un peu comme des cellules connectées par un ADN programmable? Est-ce que le vivant, c'est comme des machines connectées? De plus en plus, on a cette métaphore très intéressante de considérer que finalement, un être vivant, ça ressemble à un ordinateur. Il y a des programmes à l'intérieur, des programmes ADN, un petit peu, et qui se développent, et puis de temps en temps, ça bug, comme un ordinateur, ça plante. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment on peut considérer que le vivant, c'est une sorte de machine? Et est-ce que nous, corps humains vivants, est-ce qu'on peut finalement se comparer à des machines avec des potentialités de programmation extraordinaires qui feraient que finalement, nous serions nous-mêmes le cœur de réseau? Le cœur de réseau, et notre cerveau serait simplement un lien neuronal dans une immense machine. Question qui sera abordée, évidemment. Si je reprends la question des neurosciences, on peut aussi effectivement les lier à ces questions, à ces exemples de questions. Évidemment, tout n'est pas là, loin de là, entre les neurosciences, l'informatique, etc., etc. Et on se posait la question de savoir si le cerveau est un objet lui aussi. Human Brain Project, essayer d'une certaine manière, de construire, ou plutôt de modéliser un cerveau humain. Qu'est-ce que cela veut dire, modéliser un cerveau humain? Ça, c'est extrêmement intéressant. L'architectonique biologique du cerveau est tout à fait passionnante à étudier, mais est-ce qu'il est possible, finalement, de se dire qu'un cerveau humain, eh bien, on peut le construire? Au moins, on peut le modéliser. On peut de plus en plus le modéliser. Mais si oui, selon quels buts? L'éthique a vraiment besoin de connaître les buts. Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Ma manipulation, mon travail de scientifique, dans quel but? Et finalement, est-ce que j'ai envie de penser que le cerveau humain, finalement, c'est un objet connecté et connectable? Ça peut avoir des effets évidemment extrêmement intéressants. Nos données personnelles, là j'ai pris cette autre image, finalement nous produisons tous les jours des quantités de données. C'est une question très importante. À qui appartiennent-elles? Toutes ces données, qu'elles soient médicales, qu'elles soient personnelles, est-ce que maintenant, désormais, finalement notre vie est-elle publique? On est tous des stars. Tous. On est tous susceptibles d'être mis un jour ou l'autre sur Internet. Si vous tapez votre nom sur Internet, vous y êtes, que vous le vouliez ou non. Toutes ces données, ensuite, à qui cela appartient, comment le construire? Est-ce que tout cela doit-il être en libre accès? On pourrait parler de télémédecine, de e-médecine, comme je crois on dit maintenant. Finalement, ça peut être extrêmement intéressant. On nous parlera dans le cours de la journée de l'Amazonie. Vous allez voir, nous allons voyager en Amazonie. Nous allons voir un petit peu comment tout cela peut avoir des impacts sur la médecine, sur la santé de personnes qui n'ont aucun médecin sur place. Et tout passe par d'autres canaux. L'humain programmé, finalement, c'est tout ça, quoi. C'est cet écheveau. On peut tout croiser avec tout. Et on peut tout croiser avec tout, et ça devient extrêmement compliqué. On cherchera chacun à trouver les liens qui nous intéressent, en sachant bien qu'effectivement, il faut beaucoup de modestie. Parce qu'effectivement, il y a tellement de spécialités qui peuvent venir interférer que, oui, on a chacun notre petite pierre à apporter, et on va espérer que ça va... Que chacun, nous allons construire un joli mur comme ces murs de briques, chacun avec notre petite pierre, en n'ayant pas trop peur de cet écheveau un peu compliqué. Et tout cela, évidemment, et ça c'est important, c'est rendu possible grâce à cette fameuse convergence NBIC. Et ça, je crois qu'effectivement, là, même pour le philosophe, il y a quelque chose qui se passe. On est quand même désormais capable de fabriquer des objets de taille nanométrique. On est capable d'avoir accès à la structure complète de l'ADN, par exemple. On est capable vraiment, d'une certaine manière, de faire ce parallèle entre l'informatique et le biologique. On est capable, on le sait, mais c'est toujours intéressant à redire, depuis 2010, un être unicellulaire, un mycoplasme, vit et se reproduit avec un ADN entièrement artificiel. C'est extrêmement intéressant. À l'heure où on parle d'OGM, à l'heure où on parle de transgènes, de simples transgènes, mais il faut voir qu'il y a des choses beaucoup plus prégnantes, beaucoup plus fortes qui se font avec évidemment un ADN complet. Donc effectivement, quelque part, cette convergence NBIC nous amène à reformuler, à repenser un petit peu ce que nous savons de l'humain et de le repenser à des échelles qui donnent un petit peu le vertige. Car en effet, et on y reviendra, je pense, dans cette journée-là, mais imaginez qu'un jour, nous nous amusions à modifier le génome de gamètes. Ah, qu'est-ce qu'on obtient?
Des humains, certes, mais quel est leur statut? De quelle manière? Évidemment, mais modifier le génome directement, de plus en plus haut, de plus en plus fort, je dirais. Et ça pose des questions extrêmement intéressantes. Et tout ça, c'est évidemment rendu possible par cette convergence. Et quelque part, j'ai trouvé cette image sur Internet, on pourrait se poser la question si le but de l'évolution, ce n'est pas de rentrer dans des codes barres. Et finalement, cette programmation serait de nous amener à nous penser comme finalement normés selon des choses très particulières, normées selon une certaine programmation. C'est une question, là aussi, je donne des questions, je n'ai pas de prétention à y répondre là, c'est simplement une possibilité que je me donne pour essayer de réfléchir, un de ces liens, un de ces fils rouges que j'ai marqué tout à l'heure, se poser la question finalement, voilà, est-ce que nous les humains, eh bien on se sentirait plus à l'aise si on était parfaitement programmés? Vous savez, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelqu'un qui a pris autour de son cou une caméra pour enregistrer tout ce qu'il fait de sa vie. Vous vous souvenez de ça, peut-être? Et le gars, donc, il peut toujours savoir ce qu'il a dit, ce qu'il a vu, ce qu'il a fait. Est-ce qu'on a le droit de ne pas être normé et avoir le droit à oublier? Est-ce que l'humain, c'est pas aussi de l'oubli? Est-ce qu'on n'a pas envie, pour être humain, de faire exprès d'oublier quelque chose? J'ai pas envie de tout retenir, peut-être. Donc, quelque part, la connexion, est-ce que nous amène vraiment vers une espèce de responsabilité vis-à-vis, même, je dirais, de notre propre conscience? Ce droit à l'oubli, est-ce qu'on l'a encore quand on est normé, quand on est étiqueté, quand on est code-barrisé? Alors maintenant, je vais terminer avec ça. Je me suis amusé à reprendre un petit peu vous allez voir une symbolique. Imaginons que l'humain, c'est un H. Le problème, c'est qu'un humain tout seul, ça n'existe pas. C'est comme un cerveau humain tout seul, un cerveau, ça n'existe pas. L'humain... on a beau essayer de comprendre, de mieux comprendre du reste, quel est le foisonnement biologique qui a mené à toutes ces espèces humaines à coloniser la planète. Mais un humain tout seul, ça n'existe pas. Alors généralement, un humain, l'humanité, alors j'ai mis, c'est des relations. Attention, pas des rapports, des relations, au sens, on en parlait tout à l'heure, au sens simondonien du terme. Une relation, c'est finalement, je suis moi-même en relation avec l'autre, l'autre me féconde et je féconde l'autre. Une relation fait qu'il se passe quelque chose de plus que la simple adjonction de deux personnes. Il y a une relation. Une relation, en outre, quelque part, je vous ai parlé de temps tout à l'heure, le temps, il s'en va, le temps, dans une relation. Regardez le coup de foudre. On a l'impression que le fameux kairos grec, le coup de foudre, on aimerait que le temps s'arrête. La relation, c'est quelque chose d'extrêmement fin, où finalement, il y a une interfécondité qui fait que le vivant, qui est lui-même une disposition à être en relation, fait que l'humanité est un ensemble beaucoup plus complexe que la simple juxtaposition des éléments qui le constituent. Donc évidemment, on a une humanité avec une relation qui peut être bonne ou mauvaise du reste, mais une relation quand même. On n'est jamais tout à fait les mêmes tous les jours quand on se réveille. Même si on a eu une mauvaise expérience, le voisin qui nous embête ou que sais-je encore, ça, c'est quand même de l'humanité. Et ce plus, pour moi, il est là. Cet humain en relation, connecté, mais beaucoup plus que connecté, en relation. Et si vous regardez, j'ai repris le logo qu'on trouve sur Internet de la transhumanité, parce qu'on va en parler de cette transhumanité, de ce transhumain, de ce mélange finalement de techniques, de cette mort de la mort, etc. Et quand vous prenez le logo de la transhumanité, moi ce qui me frappe, c'est qu'il y a un seul H, tout seul, avec un plus à côté, et le tout dans cette espèce de cercle qui rappelle un petit peu l'arrobase. Et effectivement, on a l'impression que l'humain est en train de rentrer dans une maison, de rentrer dans un lieu clos. Il ne reste plus beaucoup d'espace pour quitter le cercle. Peut-être cet espace de liberté. C'est un endroit où finalement l'humain est seul, autonome dans son existence, seul face à lui-même et seul face aux décisions qu'il va porter sur lui, sur son corps. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, si d'un côté je mets l'humain, l'humanité, telle que je l'ai vraiment grossièrement, simplement définie dans cette relation avec ce plus qui vient de la relation, d'un autre côté, cet humain connecté à lui-même, ce transhumain connecté à de la machine, connecté à de l'informatique, connecté à tant et tant d'autres choses, mais c'est extrêmement intéressant parce que d'un côté, on a l'impression qu'on a une hétéronomie, je suis parce que tu es. Et d'autre côté, on a une sorte d'autonomie, je suis parce que je suis. Et je veux continuer à être seul. Seul pour avoir vraiment le droit d'être moi-même. On reviendra, je pense, aussi sur cette question-là. Finalement, faut-il rendre le corps humain disponible? Faut-il permettre que le corps humain devienne patrimonialisable? Est-ce que je dois être moi-même? Est-ce que je dois m'appartenir totalement, jusque juridiquement, je pense que ces questions seront posées, jusque sur le côté juridique, est-ce que le corps est à moi? Mais à moi, vraiment à moi.
je peux le vendre, le louer, et je peux faire en sorte, moi-même, de pouvoir me construire et m'autonomiser. Et donc tout le but du jeu, peut-être que ce sera le but du jeu de nos journées, un des buts, un des fils que je vous propose, c'est de se poser la question de savoir si la connexion ou la relation, c'est la même chose. Est-ce que finalement les deux symboles s'équivalent? Est-ce que l'un entraîne l'autre? Finalement, est-ce que l'ère de la relation humaine doit-elle laisser le temps à l'ère de l'autonomie humaine? Cette singularité dont nous parlerons, je pense, cette singularité dont la transhumanité nous parle, est-ce que finalement, est-ce que c'est ça? Est-ce que l'un amène à l'autre? Et ça, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ou est-ce que c'est tout simplement différent? Et je pense que dans tous les ateliers, les conférences, dans tout ce que nous allons pouvoir un petit peu évoquer pendant ces prochains jours, il y aura peut-être de quoi chacun nous positionner vis-à-vis de ça, de savoir ce que nous sommes, nous les humains, ce que nous amène en positif, ce que nous amène vraiment de manière extraordinaire cette connexion, ces nouvelles technologies, cette convergence NBIC, et voir un petit peu si finalement, on va continuer à s'humaniser. Rappelons-nous la phrase de Paul Ricoeur, l'éthique, c'est le mouvement de la liberté qui cherche une vie bonne dans le juste usage des institutions sociales. Effectivement, ce mouvement de la liberté, est-ce que nous allons, cette liberté, est-ce que la connexion, est-ce que cette connexion va nous engager dans cette liberté? Comment allons-nous la penser, cette nouvelle liberté? Et comment voir un petit peu comment nos institutions sociales vont-elles pouvoir reprendre cela? Parce que cette liberté, c'est peut-être aussi de dire « je m'appartiens ». Et il faudra peut-être en discuter. Est-ce que ce monde va nous amener vers cette autonomie radicale de lui-même? Et peut-être avons-nous, ou peut-être avons-nous besoin de quitter aussi ce monde des codes-barres et d'essayer de retrouver une certaine liberté. Oui, mais comment? Parce qu'en effet, il ne s'agit pas non plus soit d'être béat d'admiration devant les codes-barres, mais il ne s'agit pas non plus de les refuser. Il s'agit d'avoir une position, il s'agit de construire une position, il s'agit de l'argumenter et de savoir ce que nous voulons de manière vraiment personnelle autour de ces questions-là. Et c'est ainsi que, voilà, donc je vous convie, mais là, il y aura je pense, Jacques Lagarrigue en reparlera mieux que moi, un ensemble d'animations qui se commenceront, je crois, demain, sur la place du Capitole, demain vendredi, des conférences qui auront lieu ici ou à l'Hôtel Dieu, des tables rondes ici, ou même une soirée cinéma qui permettront un petit peu d'approfondir ces questions. Vous pouvez venir évidemment à tout, ou picorer ici ou là, en fonction du fil rouge que vous avez envie de mieux comprendre, de tendre, et de la tapisserie que vous aimeriez construire à partir de tous ces fils. Je vous souhaite donc un bon forum, en espérant que vous trouverez du grain à moudre dans votre réflexion éthique. Et puis je pense que je peux laisser la parole désormais à madame Ducré-Goudable qui va prendre la suite. Merci beaucoup. Merci Vincent pour cette magnifique présentation. Il nous a rendu momentanément ou définitivement intelligents et pas artificiellement intelligents. Il a soulevé des questions. Il va y en avoir dans la salle. Il a eu la générosité de laisser un temps pour 2 questions. Donc la parole est à vous. N'hésitez pas à réagir, questionner ou commenter. Patrick Calvas, qui est généticien. Une question. Sur la dernière diapositive, le logo du transhumanisme n'est présenté qu'avec un transhumain. Alors, comment, dans cette déduction déjà faite d'égalité, d'inégalité, de transitivité entre l'un et l'autre, peut-on imaginer la superposition de H+, avec un autre H+. C'est-à-dire comment placer le transhumain dans une humanité. Oui, alors ça c'est une des questions possibles, car en effet, donc, j'ai fait ces petites équations simplistes, car en effet on peut croiser les choses. On peut même se poser la question de savoir comment un transhumain, quelqu'un qui, par exemple, pour moi un transhumain, ça pourrait être aussi quelqu'un dont les gamètes
dont les informations génétiques sur les gamètes ont déjà été modifiées en amont, avec donc une volonté. Il ne s'agit pas non plus pour moi que le transhumain soit comparé à un robot, quelqu'un rempli de techniques, de technologies. Vous savez, Steve Austin, vous en souvenez? L'homme qui valait 3 milliards. Hein, on a tous regardé ça dans les années 70. Et effectivement, cette espèce d'homme qui était extrêmement augmenté, mais ça peut être aussi autre chose. Et donc, du coup, la question que vous posez est absolument passionnante. Comment une personne modifiée, mais radicalement, d'une certaine manière, dès ses gamètes, par exemple, se situerait-elle dans son humanité vis-à-vis de personnes qui ne le seraient pas? Serions-nous dans une sorte de bienvenue à Gattaca? Ou tout simplement, ça va se passer très bien? Effectivement, on peut très bien avoir, au-delà de cette transitivité, on peut avoir aussi des liens entre tout ça. Et donc effectivement, je suis parfaitement d'accord avec vous, on peut remettre H+, entouré, en lien avec un autre H+ entouré. Est-ce que vraiment la transhumanité supprime la relation, ou du moins la menuise? C'est pas sûr, il faudra y réfléchir. Ça sera peut-être un autre type de relation, un autre type d'ouverture à une humanité nouvelle. Hein, c'est possible. C'est possible. Non, mais là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a aussi, évidemment, ces ensembles ne sont pas des ensembles complètement imperméables l'un à l'autre. Et il y a aussi beaucoup de liens logiques qu'on peut faire entre les deux. Et là, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais avec vous, comme par hasard. Merci Vincent pour cette brillante introduction. On a beaucoup parlé, et tu as beaucoup parlé, et c'est normal, c'est le titre de ce forum, de l'humain, c'est-à-dire de l'autonomie de la personne, de ce que peut-être cette personne voudrait pour son futur, comment elle voudrait s'organiser dans une humanité qui pourrait être modifiée. Et tu as aussi évoqué la définition de l'éthique de Ricoeur, dans laquelle il y a un élément dont on a peu entendu parler, que sont les institutions sociales. Et finalement, quel pourrait être, à ton avis, le rôle, la responsabilité des institutions sociales dans le développement d'un humain augmenté, d'une nouvelle forme d'humanité? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait quelque chose de l'ordre de l'éthique aussi des institutions qui devrait peut-être être mobilisée, et pas simplement l'autonomie individuelle? Alors, pour ce qui est des institutions sociales, tout à l'heure, j'ai un petit peu dit que effectivement, dans notre pays, nous avons beaucoup de comités, nous avons beaucoup de personnes qui réfléchissent à ces questions-là. Et je pense que si nous avons voulu ce forum, précisément pour que le maximum de personnes puissent participer, accueillir et donner une certaine, on va dire, dynamique à cette question. Car en effet, l'institution sociale, légiférer sur ces questions-là, ça me paraît difficile de légiférer sans qu'on connaisse réellement les points d'achoppement qu'il peut y avoir. Donc là, je ne sais pas, pour la question de la législation, effectivement, en France, bon, on connaît on va dire le cheminement de la législation, mais ce qui me semble important, c'est de faire en sorte, avant même qu'il y ait ces cheminements de la législation, que ces questions se sentent appropriées par le plus grand nombre possible de personnes. Et c'est un petit peu l'idée aussi de ce forum. C'est-à-dire qu'effectivement, je disais tout à l'heure, avant d'arriver à l'institution sociale, effectivement, la phrase de Ricoeur, c'est donc la liberté, la vie bonne. Alors j'ai oublié la sollicitude envers autrui, que j'ai oublié dans ma définition tout à l'heure, et enfin, les institutions sociales. Donc il faut commencer par la sollicitude. Il faut déjà une liberté, il faut que moi je me sente capable de réfléchir à ça, tout le monde. Tous les gens qui vont venir nous voir, que ce soit sur la place du Capitole ou ailleurs, tout le monde peut se sentir, avoir sa liberté vers ça, pour chercher qu'est-ce que nous appelons la vie bonne. Et c'est vrai que l'institution sociale peut encadrer cela, peut donner cette question de la vie bonne. La sollicitude, tant qu'on n'a pas de sollicitude, Ricoeur ne parle pas d'empathie ou de camaraderie, il parle de sollicitude, l'autre est là, toi comme moi, l'autre comme moi. Donc effectivement, cette sollicitude qui ouvre, enfin, dernière partie de la phrase, sur les institutions sociales. Et je crois que le forum, il est avant l'institution sociale. Il est juste, c'est tout ce qui se passe avant, et ensuite, après, il faudra trouver peut-être des moyens, mais là, je pense que c'est plutôt c'est toi qui vas nous le dire, c'est les juristes. Ce sont les juristes qui vont nous expliquer un petit peu comment ensuite on fait remonter ça dans des institutions qui se voudraient pas une éthique nécessairement planante. Ça aussi, parce que le problème de l'institution, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est l'institution qui dit le vrai. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux. C'est un côté un petit peu dur, ça, finalement. Ça, c'est autorisé, et ça, c'est interdit. Peut-être, hein, mais avant tout, peut-être reprendre la caractéristique citoyenne de savoir qu'est-ce que j'ai envie qu'il soit autorisé et comment le penser. Donc, effectivement, l'institution, cette articulation, plus on sera nombreux pour le réfléchir, peut-être plus ce sera riche pour l'institution dans un second temps, mais pas avant.
Bernard Burel. Je voudrais prolonger la question posée par Madame sur le problème de la régulation. Est-ce que véritablement cette évolution très rapide dans différents domaines, vous avez parlé des NBIC, est-ce que ces évolutions peuvent être régulées alors qu'il y a des puissances financières extrêmement importantes qui sont intéressées par ces évolutions, les financent largement parce que big data égale big money? Oui, alors je dirais deux choses là. La première, c'est un petit témoignage que je porte sur ce que nous faisons au consortium TWB, Toulouse White Biotechnology, ici même à Toulouse. Quand le consortium a été fondé, eh bien, l'éthique, la réflexion éthique a fait partie des membres fondateurs du consortium. Donc, ce sont des bio-nanotechnologies, et l'éthique est rentrée comme membre fondateur de façon à ce que, justement, les questions éthiques soient co-construites. Ça, c'est extrêmement important. Ce qui veut dire qu'avant de penser à la régulation, il est bon aussi que les scientifiques s'approprient ces questions-là et en se disant, voilà, nous faisons ceci, nous avons tel ou tel projet de recherche, quels sont les buts, est-ce que ça va? Donc il y a ça, c'est la première chose. Donc une autonomie, on va dire, une autorégulation qui peut se faire, car l'éthique n'est pas planante, surplombante, mais dès lors qu'elle est en co-construction, quand on sait soi-même ce que l'on veut. Donc là, il y a une première réponse. La deuxième, eh bien, je vais vous décevoir un peu, je vais dire que quelque part, oui, on ne pourra rien faire contre les finances et contre les puissances de l'argent, mais ça ne nous empêche pas d'être exemplaires. D'autres font des bêtises, mais ce n'est pas la peine de les faire nous. Et on sait que d'autres le feront. On sait que certaines puissances vont... On pourra toujours dire, vous savez, récemment, j'aime bien le raconter parce que c'est une histoire intéressante. Il y a quelques années, à l'INRA de Dijon, des personnes, on leur demandé de fabriquer une molécule qui est adjuvant au tabac. Eh bien, ces personnes ont refusé. INRA, ils ont fait une sorte de petite cellule éthique, ils ont refusé de le faire. On leur a dit, mais d'autres vont le faire, eh bien qu'ils le fassent. Donc quelque part, oui, on ne pourra pas tout réguler, on ne pourra pas tout contrôler, il y a des puissances qui nous dépassent, mais ça ne nous empêche pas, nous, à notre niveau, modeste, et bien d'une certaine manière, de continuer à travailler là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur qu'évidemment, il y ait des personnes très riches qui, elles, vont peut-être faire des choses, mais ce n'est pas grave. À notre niveau, vous voyez, nous, TWB, c'est un consortium toulousain, on le fait. On sait que d'autres ne le font pas. Et je crois que ça, à mon avis, ça c'est très très important, de continuer cette éthique en co-construction. Merci beaucoup. Je voulais poser encore une question. La dernière. On parlait que certaines personnes feront ce qu'elles ont envie de faire. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Certaines personnes, comme vous dites, feront ce qu'elles auront envie de faire. Donc il y a un danger qui viendra des personnes. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre danger? J'ai écouté ce que vous avez dit ce matin sur Radio Espérance, si j'ai bien compris, sinon vous me corrigez. Vous avez parlé que la modification du code génétique de l'ADN, si je peux avoir compris ça, qu'elle se modifie elle-même suivant l'environnement. Et que si on modifiait quelque chose, on n'était pas sûr de ce qu'il allait se passer au niveau, non plus des gens, mais de la cellule. Donc, est-ce que là, on ne joue pas réellement à l'apprenti sorcier? Alors, donc, cette notion d'apprenti sorcier, donc, de toute façon, ça, on y reviendra, je pense, tout le long de ce forum. Dès qu'on touche au vivant, tout de suite, vous savez, le vivant, c'est quelque chose de très particulier. On ne sait pas le définir. Il y a des milliers de définitions possibles qui sont toutes aussi belles, mais qui ne sont jamais... Voilà, on ne sait pas. Donc, effectivement, quand on touche au vivant, quelque part, il y a soit apprenti sorcier, votre locution à l'instant, ou playing God. On le dit en anglais, ça fait mieux, c'est bien. Mais bon, en fait, on met tout de suite le sorcier ou Dieu, jouer à Dieu. Donc effectivement, déjà quelque chose vis-à-vis du vivant qu'il faut voir. Hein. Ça remonte, pour moi, ça remonte un petit peu à nos mythes fondateurs de nos sociétés. Ben, ça, on y reviendra, ça remonte à ça. Mais maintenant, vous, la question que vous posez, c'est, je parle sous le contrôle de généticiens qui en parleront bien mieux que moi, ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ADN n'est pas un programme qu'on exploite comme un programme informatique, mais un code qui peut s'exprimer différemment en fonction du micro-environnement. Hein, donc si vous êtes plus ou moins stressé, vous pouvez avoir un micro-environnement cellulaire qui va exprimer ceci ou cela. Donc ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est l'ensemble des relations finalement qui permettent au génome d'exprimer des choses différenciées en fonction de l'état de cet environnement. Et donc, effectivement, ça complique les choses. Ça complique énormément les choses, mais je pense que des généticiens ici dans la salle en parleront bien mieux que moi de cette question-là. Merci à nouveau. Malheureusement, nous devons interrompre les questions.
mais vous pourrez rediscuter tout au long de ces journées, donc restez, continuez à participer.